féminin. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bonsoir, donc moi c'est Émilie Letartre. Je suis membre du club EM Lyon au féminin qui anime cette conférence ce soir. Et je suis avec Béatrice Tissot. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Béatrice, donc tu es coprésidente du club. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter le club EM Lyon au féminin? Volontiers. Donc, juste quelques écrits, quelques mots. Nos actions nous permettent d'oser, de transformer, de contribuer, de partager, d'aller loin et de voir grand. Nous sommes une équipe très enthousiaste de diplômés au service des diplômés. Et nos objectifs, les diplômés qui sont des dirigeantes aujourd'hui, des dirigeantes d'entreprise, des cadres managers et voire des entrepreneurs indépendantes. Bien sûr, nos actions permettent de soutenir les diplômés dans leur parcours professionnel, de favoriser les échanges d'expériences, le réseau, les liens, développer l'engagement. Et pour cela, nous avons un programme qui est renouvelé chaque année avec, entre autres, une offre qui a une valeur ajoutée extraordinaire puisque nous la proposons déjà depuis 2 promos, c'est le mentorat au féminin, essentiellement au féminin, et ça a une grande valeur pour les mentorés et les mentors. Nous avons des conférences, nous organisons des conférences et ateliers, dont un webinaire comme ce soir, des after-work, et travaillons bien sûr, nous aimons travailler en partenariat et en réseau avec les autres clubs de Lyon, comme le club santé pour le prochain webinaire. Nous appartenons à un réseau économique, le REF au féminin, avec qui nous organisons aussi des événements, et d'autres réseaux sur la région de Lyon. Donc, eh bien, nous attendons toutes les diplômés qui peuvent effectivement rentrer dans ce club. Je vous souhaite une excellente soirée. Je reviens vers vous avec vos questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Émilie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, en effet, les clubs EM Lyon au féminin s'associent avec le club santé pour co-organiser 2 webinaires. Donc, ce soir, c'est le premier webinaire sur le thème « Adapter son management à l'heure du déconfinement » afin d'accompagner les dirigeants et managers du réseau des alumni EM Lyon dans les transformations nécessaires de leur pratique managériale en sortie de crise du Covid-19. Ce soir, le webinaire de ce soir s'attachera à comprendre en particulier les évolutions dans l'organisation du travail et le management. Quelles sont les tendances qui se sont renforcées avec la crise? Quelles sont celles qui sont peut-être remises en cause? Et comment adapter surtout l'organisation du travail et le management dans son entreprise et ses équipes, très concrètement. Pour répondre à ces questions, nous avons invité 2 intervenants d'horizons différents. Laetitia Vito, bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Laetitia, tu es auteure, conférencière sur le futur du travail et de la consommation. Après 10 ans d'enseignement, tu as rejoint le domaine des ressources humaines et tu es aujourd'hui rédactrice en chef du média entreprise de Welcome to the Jungle, co-créatrice du média Nouveau Départ sur la sortie de crise, si j'ai bien compris. Et tu as plusieurs livres à ton actif, dont le dernier, 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir, coécrit avec Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle, vient de paraître aux éditions Vuibert. Laetitia, tu seras notre experte pour ce soir. Didier Chatin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didier. Merci aussi beaucoup d'être là. Didier, toi, tu es diplômé de l'école de l'EM Lyon et tu es entrepreneur dans les services à la personne. Tu as déjà 2 entreprises à ton actif, Domifacile, créée en 2004 et revendue en 2015, spécialiste de l'aide à domicile auprès des personnes âgées et dépendantes. Et depuis 2015, tu es cofondateur et président d'Assadia, une entreprise de garde d'enfants intelligente. Moi qui viens des services à la personne, j'ai trouvé très innovant l'idée de fournir à tous vos intervenants une mallette intelligente pour contribuer à l'éveil des enfants en plus de les garder. Simplement. Didier, tu es donc notre dirigeant d'entreprise témoin pour la soirée. Merci beaucoup à vous 2. Je vais maintenant passer au cœur du coup de la conférence, aux questions aux intervenants. Et donc, j'en profite juste pour rappeler aux participants, parce qu'il y en a une dizaine qui nous ont rejoints depuis, que vous pouvez poser vos questions aux intervenants tout au long de la conférence sur l'onglet questions et réponses qui est en bas là, de Zoom, de votre écran Zoom. Béatrice, donc, rassemble les questions et les posera à la fin.
On va commencer par une première question sur le télétravail. Quand on pense à la crise qu'on vient de vivre, on pense tout de suite au télétravail, puisque ça s'est brutalement généralisé avec le confinement. Didier, on va commencer par toi, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous avez adapté l'organisation du travail chez Assadia au moment du confinement? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui peut-être s'est moins bien passé? Et surtout, qu'est-ce que vous allez aussi garder de cette expérience? Alors, on a une partie de notre activité qui ne peut pas se faire en télétravail, parce que comme tu l'as dit, notre métier, c'est de garder les enfants. Donc, garder les enfants en télétravail, c'est un peu compliqué. Toutefois, on a une organisation où on a des salariés qui sont aussi en agence. Donc, dans notre organisation, on a 20 agences aujourd'hui, plus des services support qui sont basés à Lyon. Ça représente une cinquantaine de personnes et on a 1450 salariés qui gardent les enfants à domicile. Donc, ouais, l'organisation. Donc, les 1450 salariés qui gardent les enfants à domicile, on n'a pas trouvé encore le moyen de les faire télétravailler. Voilà, surtout quand on garde de jeunes enfants, ça va être compliqué. Par contre, dès le 13 mars, dès l'annonce effectivement des fermetures d'école et puis le week-end qui a suivi du confinement, on a basculé tous nos salariés, agences et sièges en télétravail. En fait, on s'était déjà un peu préparé, puisque au mois de décembre, comme vous le savez, si vous êtes en région parisienne, il y a eu des grèves assez importantes. Et du coup, sans le savoir, on avait déjà pas mal expérimenté le télétravail, sans savoir qu'on allait avoir cette crise par la suite, on avait pas mal expérimenté le télétravail, puisqu'on avait déjà basculé une partie de nos salariés, enfin 50% des salariés venaient travailler à hauteur de 50% en région parisienne pendant cette période-là pour éviter de perdre du temps dans les transports. Ce qui fait qu'on était, on était un petit peu rodés là-dessus. Et puis finalement, on est déjà quasiment en télétravail dans notre activité, puisque on a des agences qui sont éclatées sur le territoire. On a 20 agences qui sont un peu partout en France. Donc, on est déjà en management à distance. Tous nos outils sont totalement sur ordinateur, les outils logiciels qui permettent de suivre notre activité. Ce qui fait que ça a été assez simple finalement de dire à tout le monde le jeudi, partez avec vos ordinateurs, les lignes téléphoniques qui pouvaient se reconnecter chez eux. On avait un outil qui permettait de le faire. Pas dans le but du télétravail, mais on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on soit assez souple dans notre organisation. Je me suis toujours dit qu'une agence, elle pouvait du jour au lendemain brûler, être cambriolée, donc qu'il fallait qu'on ait une solution de repli, qu'on ne soit pas dépendant des locaux. Ouais, donc finalement, on ne l'a pas utilisé dans ce cadre-là, mais on était assez prêt au télétravail. Par contre, pour nos intervenants, c'était un peu plus compliqué. Et on a été victime du confinement, puisque le télétravail de nos clients, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'ils n'ont plus voulu que nos intervenants viennent travailler. Donc, on s'est retrouvé avec alors, nos salariés, agences et structures ont tous basculé en télétravail parce qu'il y avait quand même du back-office à gérer. Par contre, on a eu énormément de chômage partiel pour nos intervenants sur la période. Alors, on en sort maintenant. Et c'est vrai que le mois de juin, là, ça fait plaisir parce qu'on commence à retrouver un niveau d'activité normal. Et les personnes qui étaient d'habitude en agence, du coup, étaient habituées quand même à travailler en équipe, en présentiel. Est-ce que ça a été difficile pour elles de travailler à distance comme ça d'un coup, d'être à la maison? Alors, ce que ça a changé, je pense que c'est comme tout le monde, c'est qu'on a beaucoup utilisé les visios, on a beaucoup communiqué. Moi, j'ai l'impression d'avoir énormément communiqué les premiers jours pour rassurer aussi un peu tout le monde, pour créer du lien. Parce que oui, malgré tout, on est des petites équipes, donc il fallait recréer ce lien-là. Donc ça a été un peu épuisant en tant que dirigeant les premiers jours, parce que je pense que je passais toutes mes journées en visio ou au téléphone avec mes équipes pour essayer d'organiser quelque chose qu'en plus on n'avait pas de visibilité, puisque voilà, aujourd'hui c'est facile à dire, mais le 16 mars, on ne savait pas trop si ça allait durer une semaine, 15 jours, 6 mois. Donc, il fallait rassurer les équipes sur le fait qu'on allait pouvoir s'organiser, que l'entreprise allait continuer aussi, puisqu'il y avait quand même des inquiétudes là-dessus. Et puis permettre aux gens de travailler ensemble, et puis prendre en compte après les contraintes des uns et des autres. Parce qu'il y a eu 2 phases, en fait. Il y a eu une phase où on a dit que les écoles vont fermer, puis après on est confiné. Et nos salariés qui sont des gens comme les autres ont aussi des enfants et se sont retrouvés avec des contraintes personnelles de garde d'enfants, et donc on a dû adapter. Donc certains de nos salariés ont travaillé sur des temps partiels sur cette période-là. Comme On va notre venir les effectivement. enfants, on était plutôt compréhensifs pour ça. Et puis, rassurer nos salariés en disant c'est pas grave si lorsque vous êtes avec un client, il y a parfois vos enfants qui passent derrière. Ils ont la même problématique que vous, donc normalement, ça devrait bien se passer.
Et on va revenir là-dessus, en effet, parce que c'est une autre question importante qui a été qui a été rendue très visible par la crise, c'est cette intrusion de la sphère privée dans la sphère professionnelle et vice-versa. Là, du coup, on va revenir dessus, ouais, si tu veux bien, Didier. Ouais, c'est très intéressant. Et en termes dans le lien entre les équipes, est-ce qu'il y a des rituels que vous avez réussi à recréer malgré la distance pour maintenir, voilà, tout simplement une bonne communication aussi en interne, un sentiment d'équipe, d'appartenance Alors, nous, on est déjà sur une organisation avec le siège qui est plutôt le back-office. Le siège, en fait, a comme seul client nos agences, puisqu'ils font le back-office pour le compte des agences. Donc, le siège a tout de suite basculé 100% en télétravail. Pour eux, c'était très simple, parce que finalement, au lieu de venir travailler dans des locaux où vous avez déjà très peu de contacts, que les clients ne viennent pas, ils ont travaillé de chez eux. On n'a pas forcément mis en place de rituels, mais ils ont simplement changé de lieu de travail. Donc, ça ne nous a pas bouleversé. Enfin, ça a été assez simple pour les salariés du siège. Là où on a par contre fait des choses un peu différemment, c'est que moi j'ai l'habitude d'être dans les agences, d'être régulièrement dans les agences. On a 2 autres responsables régionaux qui se déplacent et qui suivent les agences. On a organisé des réunions d'équipe, des visios d'équipe, mais sans forcément que l'objectif soit un suivi ou une production vraiment de la part des équipes, mais plutôt pour créer du lien. Donc on faisait toutes les alors, au démarrage, on a fait vraiment parfois tous les 2 jours des visios communes avec l'ensemble des équipes pour leur dire ouais, ce qui se passe, ouais, comment. Chaque fois d'ailleurs qu'on avait une nouvelle, même une intervention du président ou du Premier ministre, dans la foulée, on faisait une visio. Donc voilà ce qu'on a compris et voilà ce que ça va changer dans notre organisation. En fait, on a beaucoup informé. Et je pense qu'on a peut-être été encore plus présent que d'habitude en direct. C'est-à-dire que au quotidien, on aurait eu tendance peut-être à envoyer des mails, envoyer des notes en disant voilà ce qu'on va mettre en place. Là, on a été beaucoup plus réactifs. Comme on n'était pas physiquement dans les agences et que les gens étaient plutôt disponibles parce que c'était leur créneau horaire de travail, on lançait tout de suite une réunion, une explication, une question-réponse, comme on peut le faire là, en ce moment. Donc, ça a créé un peu plus de… En fait, je pense qu'on s'est encore plus vu, sans se voir physiquement, sur cette période de 2 mois. C'était plus intense au début, un peu moins depuis le 11 mai, puis depuis le 2 juin, toutes nos agences sont physiquement ouvertes normalement. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été les contacts ont été assez intenses. Et je pense qu'on avait besoin aussi pour créer un cadre de travail à domicile, chez soi. Et du coup, là, avec le déconfinement, là, tu me dis que vous retrouvez un rythme aussi d'activité normale et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez mises en place pour la question du télétravail que vous allez peut-être garder pour la suite? Ou est-ce que, typiquement, dans les services à la personne, il y a des entreprises qui ont des stratégies un peu différentes de la vôtre, chez Assadia, qui n'ont pas forcément toujours d'agence physique. Est-ce que ça, c'est dans ce que vous avez testé, par exemple, est-ce que ça fait partie des choix qui ont été évoqués, de se dire, bah, tiens, après tout, finalement, ça marche pas si mal, les salariés en télétravail, les agences physiques, ça coûte quand même cher aussi. Est-ce qu'on remet en question ça? Alors, dans notre modèle, le fait d'être présent, d'avoir une présence de proximité, c'est très important. Ça fait vraiment partie de notre modèle d'avoir des agences de proximité, de connaître nos intervenants. Et on a quand même une particularité dans notre métier, c'est que la grande masse de nos salariés, ce sont les personnes qui gardent les enfants à domicile. On ne les voit pas, elles ne viennent pas dans l'entreprise tous les jours. Donc, elles sont déjà en mode, pas télétravail, mais en tout cas travail à distance. Et si on supprime les agences, qui sont un peu le seul point d'accueil, on a peur de perdre ce contact. Après, comme tu dis, il y a des entreprises qui ont digitalisé totalement leur offre. Nous, ce n'est pas notre logique sur la marque Assadia en tout cas. Peut-être sous une autre marque. Ça, c'est une réflexion qu'on a, effectivement, d'avoir un service plus light sur d'autres choses. Mais sur la marque Assadia, on veut vraiment avoir un retour à une vie de quartier. On a des agences de quartier, vraiment. Et on se rend compte d'ailleurs on a un cycle d'activité qui fait que là, en ce moment, à partir des vacances de Pâques, donc ça démarre un peu en retard, mais c'est le moment où on prépare la rentrée scolaire. Donc c'est le moment où on recrute beaucoup d'intervenants, où on pré-recrute des intervenants, et le moment où on a beaucoup aussi de prospects qui commencent à nous solliciter pour une mise en place de garde d'enfants sur l'été et sur le mois de juillet. On s'est rendu compte qu'on avait eu j'ai fait le point aujourd'hui, on a 30% de demandes via Internet en plus là, sur le mois de juin.
et on en a moins en direct, effectivement. Mais le moins en direct est lié au fait qu'on avait des agences qui n'étaient pas ouvertes. Mais au final, on a quand même un peu moins de devis et les demandes qu'on a en direct, en passage agence, sont quand même un peu plus qualifiées, un peu plus sûres. C'est des gens qui veulent aller au bout parce qu'ils nous connaissent. Donc non, ça ne remet pas en cause le fait d'avoir des agences physiques. Ça peut remettre en cause un peu le mode de management des agences, d'avoir un suivi à distance et d'avoir des indicateurs de suivi, notamment les réunions qu'on a pu faire en multi-agence que je ne faisais pas forcément avant. Ça va certainement rester. Par contre, ça nous conforte au contraire dans le fait qu'il faut avoir des agences de proximité. Il y a Super. juste le service support siège où on pourrait se permettre finalement de ne pas avoir de locaux parce qu'ils pourraient totalement travailler à distance parce qu'on n'a pas de contact avec les clients. Mais pour recruter, il faut rencontrer quand même. On a simplifié peut-être le process de pré-recrutement pour nos entretiens, pour les intervenants. Il y a plus de choses qui se font en ligne. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, à un moment donné, une rencontre avec la signature du contrat de travail qui se fait en direct parce que ça matérialise vraiment l'entrée dans l'entreprise. Merci, c'est super comme témoignage. C'est vraiment intéressant de voir une entreprise qui finalement a super bien vécu le confinement et le télétravail. Ça a été très fluide et pour autant, vous ne remettez pas en question complètement l'organisation habituelle. C'est chouette. Merci beaucoup Didier. Laetitia, toi, tu vois, tu observes les entreprises de manière un peu plus générale, donc des entreprises qui sont des métiers différents. Quelles sont les principales conclusions un peu de cette expérience de télétravail généralisée un peu brutale? Quelles tendances se dessinent pour le futur du travail et des organisations? Est-ce que finalement, manager des équipes dispersées, ça va devenir un peu la règle pour tous les managers? Oui, effectivement, c'était intéressant ce que disait Didier à propos des gardes d'enfants, enfin des personnes qui s'occupent de la garde d'enfants. Il disait de toute façon, elles sont déjà naturellement en remote. Et en fait, ce que ça illustre, c'est qu'à mesure que notre économie est de plus en plus dans les services, les emplois qui se créent sont essentiellement des emplois de services, et en particulier de services à la personne, eh bien, en réalité, tout le monde est disséminé, tout le monde est dispersé et distribué. Et donc, oui, là, ça l'a rendu encore plus visible. En fait, apprendre à manager les équipes dispersées, distribuées, c'est la norme. Ça l'était déjà avant la pandémie. La pandémie accélère ce phénomène, le rend encore plus visible. Et donc oui, c'est effectivement le grand phénomène qui est l'éclatement de l'espace de travail et puis l'éclatement de l'entreprise qui touche à cette question de que veut dire manager et puis qu'est-ce qu'une entreprise. Mais ma première observation sur la période qu'on a vécue et l'ensemble des entreprises, au moment où le confinement a commencé, je me suis dit, oulala, là là, ça va être la catastrophe. Honnêtement, j'ai parfois une vision négative du conservatisme de beaucoup de grandes entreprises, etc. Donc, je me dis, oulala, là, comment ils vont s'en sortir? Je connais la culture de la défiance qui est très française. Je connais la culture du présentéisme qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et donc, j'étais plutôt inquiète. Et puis, le grand étonnement, en fait, que je partage là avec toi, avec vous tous, c'est que finalement, il y a quand même, dans beaucoup d'entreprises, ça s'est passé bien mieux et bien plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer. Et dans les entreprises les plus conservatrices, on a fait preuve de beaucoup de résistance parce que finalement, face à cet obstacle, face à cette contrainte pas choisie, immense, etc., un peu comme une guerre, hein, quelque chose qu'on subit, et bien tout d'un coup, des trésors de créativité, tout d'un coup de l'agilité, parce que les circonstances vous autorisent à tester des choses que, en temps normal, les processus vous empêchent de faire. Et donc finalement, on a vu des trésors de résilience, d'adaptabilité, de créativité. Beaucoup de gens ont fait preuve on tentait de prendre soin les uns des autres, on signait tous nos mails par l'équivalent de take care, prenez soin de vous, prends soin de toi, etc. On voit qu'il s'est passé des choses quand même assez positives. Et donc, malgré des contraintes immenses et énormément de difficultés, hein, les écoles étaient fermées, on ne pouvait pas sortir, ce n'est pas le télétravail normal, le confinement, parce qu'on était 100% chez soi, très peu de gens qui sont 100% chez eux pour télétravailler. La plupart du temps, d'abord, c'est 1 ou 2 jours par semaine, voire un peu plus. Et puis, on a des espaces multiples, on peut sortir, on peut faire du télétravail. Et évidemment, on voit ses collègues, même quand on est en télétravail, on les voit en vrai. Soit parce qu'on les voit 2 jours par semaine, soit parce qu'on se déplace et qu'on va en rendez-vous et qu'on les voit. Et donc, en fait, là, tout d'un coup, c'est une expérience dont il ne faut pas tirer des conclusions sur le télétravail en réalité. Parce que c'est une expérience quand même très
particulière. Et malgré toutes les difficultés, la plupart des gens, qu'il s'agisse des employés ou des managers, disent oui, oui, on veut bien un peu plus de télétravail demain. Pas du 100%, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même aussi quelque chose de très positif. En termes de chiffres, j'ai plus exactement en tête le nombre de personnes qui étaient en télétravail avant le confinement, mais d'un coup, on est passé à un tiers, c'est ça? Alors, en volume horaire, c'est plus intéressant de s'intéresser au volume horaire parce que en temps normal, la plupart des gens travaillent, enfin, beaucoup de gens en fait, télétravaillaient de manière occasionnelle, un jour, entre 1-2 jours par semaine et puis parfois simplement 1 à 2 jours par mois. En termes de volume, on a à peu près multiplié par 10, voire plus. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. C'est environ 8 millions de Français qui, du coup, ont poursuivi leur activité à domicile en télétravail, soit environ un tiers de l'ensemble des travailleurs. Sachant que pendant le confinement, il y avait un petit tiers qui était au chômage partiel, au chômage technique, pas d'activité, notamment beaucoup dans les services, notamment des gardes d'enfants qui tout d'un coup n'avaient plus d'enfants à garder parce qu'ils étaient coincés parce que les enfants étaient dans les familles et qu'il n'y avait pas de place pour une personne tierce. Et puis, évidemment, hôtellerie, restauration, etc. Tout ça, c'était des gens qui étaient coincés à la maison sans travail. Et puis, un tiers de gens qui étaient, comme on l'a dit pendant la pandémie, sur le front. Donc des gens qui assuraient nos chaînes d'approvisionnement, qui faisaient de la logistique, qui étaient caissières, qui étaient dans les hôpitaux à travailler auprès des malades. Donc voilà, en gros, c'est pas exactement un tiers, mais ça nous donne un ordre d'idée. C'est ça qu'on a observé pendant le confinement. Et il y avait des résistances assez fortes, en effet, tu le disais, dans les entreprises avant le confinement, au télétravail, notamment sur la question de la confiance, puisque cette culture du présentéisme, comment on continue à faire confiance que nos salariés travaillent et il y a la question du lien aussi. Et comment les entreprises ont géré? Est-ce que dans l'ensemble, ça s'est finalement bien passé, ce travail à distance ou comment on peut faire en sorte qu'en fait ça fonctionne malgré la distance? C'est une très bonne question. Cette question de la confiance, elle est essentielle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les équipes, elles sont arrivées dans ce télétravail forcé avec leur culture existante, leur niveau de maîtrise existant des outils, etc., et leur pratique. Et donc, par exemple, les équipes où il y a une culture de présentéisme très, très forte, où on a l'habitude de passer son temps en réunion, eh bien, on a eu le phénomène de ce qu'on a appelé les tunnels Zoom. C'est-à-dire 10 réunions Zoom qui s'enchaînent les unes après les autres et puis vous avez la tête comme ça à la fin, une charge cognitive qui est incomparable avec la vie de bureau parce que vous n'avez plus d'activité physique, vous n'allez pas d'un bureau à un autre, vous n'avez pas de pause café, vous ne marchez pas dans les bureaux, vous n'avez pas évidemment le trajet pendulaire. Donc du coup, vous êtes comme ça sur votre écran comme une espèce de machine avec l'obligation comme ça, d'avoir les yeux sur l'écran parce qu'on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas bouger, on est toujours assis. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très particulier et ça, en général, c'était quand même douloureux. Il y a eu pas mal de burn-out, des gens qui se sont dit « je n'y arrive pas ». Parce qu'en plus, enfants à la maison à garder, donc le tunnel Zoom avec une vie de famille et des contraintes nouvelles, donc enfants, mais aussi faire les courses avec des queues pas possibles parce qu'il faut respecter les distances de sécurité, etc. Donc une vie qui est incompatible avec du 80 ou 90% de travail synchrone, c'est-à-dire où on est connectés les uns aux autres sur le même fuseau horaire. Donc, l'enjeu était de passer, et là où ça s'est mieux passé, c'est dans les équipes où on fait davantage de travail asynchrone, c'est-à-dire on laisse aux gens la liberté de travailler sur des créneaux horaires qui sont les leurs et on limite le nombre de réunions au strict nécessaire, c'est-à-dire évidemment le lien, les moments où on a vraiment besoin de partager des informations essentielles, mais pas forcément passer tout le temps ensemble. Et là, on a eu une espèce de rattrapage. On s'est dit, oh là là, mais on ne se voit plus, il faut rassurer, etc. Donc, il y avait ce phénomène aussi d'anxiété généralisée qui fait qu'on en a trop fait. Et il y a eu cette fatigue du Zoom. Alors, vécu différemment, il y a des gens qui aiment mieux que d'autres, mais pour la plupart, on a tous eu la sensation qu'il y en a eu trop. Et puis qu'en plus après c'était la vie privée avec les apéros Zoom aussi, donc c'était vraiment sa journée entière sur Zoom et les cours de yoga sur Zoom et que sais-je encore. Et puis la connexion n'est pas très bonne, l'image n'est pas extraordinaire, le son n'est pas, voilà, donc ça, il y a une espèce de d'épuisement absolu. Mais sur la confiance, vraiment l'enjeu c'est de transformer la manière de travailler ensemble de manière à laisser plus d'autonomie aux individus,
et voilà, avoir cette part de travail asynchrone, c'est-à-dire où on peut tous travailler ensemble sur un projet, mais pas en même temps. Et donc, par exemple, en fait, la culture de l'écrit est très importante et les entreprises qui font ça mieux, en fait, font davantage de choses à l'écrit parce que finalement, un mail, on a beau dire du mal des mails, un mail, vous y répondez, vous n'êtes pas obligé d'y répondre dans la seconde. C'est pas comme un coup de téléphone ou un rendez-vous Zoom. Vous avez cette marge de manœuvre où quand vous aviez des enfants en bas âge à la maison, il fallait attendre la sieste ou tard le soir pour vraiment pouvoir travailler. Donc, ça a montré l'importance de ça, de cette autonomie. Et donc, je pense qu'il y a eu un apprentissage qui a été fait grâce au confinement, grâce aux contraintes spécifiques au confinement. Et ça fait sûrement partie des choses qu'il faut retenir pour la suite aussi. Oui, ça et les enfants. Donc, je suis contente de partager ce webinaire avec Didier parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est que le confinement, pas parce que j'en ai et que je les aime, hein, c'est plus général. Moi, je parle au niveau sociétal. C'est que, en fait, ça a braqué les projecteurs sur la sphère domestique et sur le fait que finalement, c'est impossible de segmenter comme ça, de séparer de manière complètement brutale notre vie privée et notre vie professionnelle et que l'une dépend de l'autre. Et en particulier, on est vraiment productif et voilà, on est un bon travailleur productif quand on a une bonne gestion, un bon équilibre entre les deux. Et là, tout d'un coup, ce qu'on a vu, c'est que, bah oui, effectivement, garder ses enfants, la garde d'enfants, c'est un sujet de management, c'est un sujet de ressources humaines. Alors, il y a certaines entreprises qui s'en emparent un tout petit peu quand il s'agit de… il y en a quelques-unes qui créent des crèches, mais ça concerne en général un tout petit nombre d'employés. Il y a quelques entreprises, notamment quand on s'adresse aux travailleurs en expatriation, qui effectivement s'intéresse à la dimension familiale avec un package où on offre l'école, où on offre la garde d'enfants, enfin il y a des choses comme ça. Eh bien en fait, c'est que plus généralement pour tous les travailleurs, le sujet de la garde d'enfants est amené à devenir de plus en plus un sujet de management et c'est essentiel que ça le devienne parce que c'est un facteur d'égalité entre les hommes et les femmes qui va être absolument fondamental. Donc la garde d'enfants est un sujet d'entreprise et le marché de la garde d'enfants est un marché qui peut encore grandir beaucoup dans le B2B, hein, en s'adressant aux entreprises, avec cette idée qu'effectivement, il peut tout à fait y avoir un chèque garde d'enfants comme on a une place en crèche. Je crois que ça existe. Je crois que ça existe déjà, c'est juste pas en place. Oui, mais c'est très marginal, c'est très très marginal, c'est vraiment pas généralisé. Non, mais ça existe. Ouais. Mais justement, Laetitia, merci pour cette magnifique transition, puisque ma deuxième question porte justement sur ce flou qui s'est installé. Enfin, on n'est même plus dans un flou, en fait, on était dans un temps commun, en fait, entre la vie privée et la vie professionnelle pendant le confinement, de manière un peu obligée. On était en train de travailler, mais on était aussi en train de gérer nos enfants, voilà, où il n'y a pas que les enfants, bien sûr, hein, il y a les conjoints, la famille au sens large. Je me demandais, est-ce que ça a changé cette expérience de la fusion un peu des deux, du mélange des genres, est-ce que ça a changé la relation au travail des collaborateurs de manière générale? Et est-ce que aussi côté manager, finalement, on a été obligé en fait en tant que manager de prendre en compte les contraintes personnelles des collaborateurs au travail. Est-ce que ça, c'est pareil, des choses qui vont pouvoir perdurer maintenant qu'on est sorti du confinement? Quel est ton niveau d'espoir là-dessus? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux managers qui nous écoutent? Alors, je sais qu'on en reparlera encore, je pense, après de la question de ce que peuvent faire les managers. Il y a beaucoup de choses très, très importantes qu'ils peuvent faire. Je suis pour l'instant un tout petit peu déçue par le fait que justement ces sujets de ce que j'appelle le ménagement par opposition au management, et j'aime bien le mot ménagement parce qu'il inclut l'origine étymologique du mot management. Le management, ça nous vient de l'anglais, mais ça vient étymologiquement d'un mot français qui est le mot ménage. Et le verbe ménager, c'est prendre soin. Hein, on connaît tous ce dicton, pour aller loin, il faut ménager sa monture, il faut prendre soin de sa monture. Donc là, effectivement, le management se fait ménagement et on l'a bien compris pendant le confinement, on a essayé de prendre soin. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a abouti au fait que les managers ont pris en compte les contraintes du ménage et le ménagement, c'était dans le ménage, voilà. Avec les contraintes du ménage, donc familial, domestique, les corvées domestiques, etc.
Et le problème, c'est qu'à partir de mai, et en particulier la date du déconfinement, on a fait comme si, ça y est, c'était fini et qu'on passait à autre chose. Or, la réalité n'a pas beaucoup changé pour beaucoup d'individus. Beaucoup de ceux qui télétravaillaient pendant le confinement ont continué. Pendant plusieurs semaines, les écoles n'ont pas accueilli tous les élèves. Donc, voilà, ça a continué. Puis tout d'un coup, on n'en parlait plus. Et donc, ça redevient un problème de femmes, comme ça l'est en temps normal, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'on avait cette opportunité extraordinaire que quand dans les foyers où les deux personnes sont cadres, les deux étaient à domicile. Et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de papas qui se sont retrouvés à domicile avec leur famille, avec leurs enfants, beaucoup plus qu'en temps normal, qui s'en sont occupés beaucoup plus qu'en temps normal. Ceux d'entre eux qui avaient des conjointes qui étaient sur le front, notamment infirmières, médecins, etc., parce qu'il y a plus de femmes dans le médical que d'hommes en quantité, eh bien, se sont occupés de leurs enfants à temps plein. Et à bien des égards, en fait, ces millions d'hommes, parce que c'est des millions, qui se sont occupés de leurs enfants comme ça à temps plein, eh bien, c'est un tournant. C'est un tournant pour l'entreprise, pour le travail, pour les familles, parce que tout d'un coup, le rôle de père devient presque aussi important que le rôle de mère. Et cela veut dire que le fait de pratiquer de la discrimination vis-à-vis des mères, au prétexte qu'elles ont la tête ailleurs et elles s'occupent d'autre chose, pourrait tout à fait se réduire à partir du moment où on a une espèce d'alignement entre la paternité et la maternité. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais il y a là une opportunité, en fait, qui est une opportunité managériale. Parce que pour les entreprises, ça veut dire qu'on a un vivier de talents beaucoup plus grand qui inclut tout le monde et dans lequel on peut faire en sorte, de manière plus inclusive, de s'adresser à tous et d'offrir des idées et des solutions qui concernent absolument l'ensemble des salariés, l'ensemble des personnes. Ouais. Donc, le mélange des genres… Pardon. Non, je t'en prie. Non, je t'en Émilie, prie. tu voulais poser une question? Non, Ouais, non, je disais le mélange des… Ouais. Non, je disais le mélange des genres, il est intéressant. Pardon? Non, c'est parce C'est ça qu'après, j'aimerais entendre Didier là-dessus, parce qu'il est au cœur Bien sûr. du sujet. Évidemment, mais c'est pour ça que je suis contente d'être avec lui. Ouais. J'ai hâte de te donner la parole, Didier. Non, je disais, le mélange des genres, évidemment, il a coûté beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un siècle, on a peu à peu externalisé une partie des tâches domestiques. Pendant que les femmes rentraient sur le marché du travail, on a externalisé des corvées. C'est-à-dire, on a des équipements, etc., qu'on a utilisés dans les foyers. On achète des plats tout prêts à l'extérieur. Donc, ce sont des traiteurs, des restaurants, etc., la grande distribution qui s'occupe de faire des corvées. On a des écoles, des crèches, des services différents qui sont donc une externalisation de ces corvées domestiques. Et donc, c'était externalisé. Et puis, avec le confinement, on a réinternalisé une partie de toutes ces tâches domestiques. Donc, on a fait tous nos repas nous-mêmes, enfin, pour beaucoup de gens. En tout cas, dans ma famille, on a fait tout le temps à manger, alors qu'avant, on allait beaucoup au restaurant. On a évidemment tout le ménage. On n'avait plus de personnes qui venaient nous aider pour faire le ménage. Pas de garde d'enfants, pas d'école, etc. Donc, tout a été réinternalisé. Alors, comme moi, je suis une féministe, dans la famille, ça s'est fait de manière égalitaire. Et puis, mes enfants sont assez grands, donc ils ont participé aussi. Mais dans beaucoup de foyers, hélas, ça ne s'est pas fait de manière égalitaire. L'essentiel de la réinternalisation de ces tâches a pesé sur les épaules des femmes. Pas forcément par sexisme, hein, simplement parce que les femmes ayant une carrière souvent moins avancée que celle de leur conjoint, parce qu'elles gagnent moins en moyenne, bien l'arbitrage qui se fait dans le foyer, c'est un arbitrage qui se fait à la faveur du revenu principal. C'est un arbitrage économique, en fait, de bon sens. Ouais. Alors toi, Didier, tu m'avais partagé au téléphone justement pas mal d'exemples pour illustrer ça, à la fois le mélange des genres, en effet, domestique, professionnel, et puis aussi son étonnement parfois par rapport aux réactions de certaines clientes notamment. Est-ce que tu pourrais… Alors, nous, on évolue dans une activité où effectivement on a beaucoup plus de contact avec les femmes de manière générale. Il se trouve que 95% de nos salariés garde d'enfants sont des femmes. On a quelques hommes. On ne fait pas de discrimination ni dans un sens ni dans l'autre, mais il se trouve qu'on a beaucoup plus de femmes qui postulent chez nous et qu'on embauche beaucoup plus de femmes et qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont un diplôme petite enfance. En agence et dans les agences et au siège, c'est un peu plus féminin aussi.
Donc, et puis, il se trouve que nos clients, normalement, ce sont des couples, mais très souvent, notre interlocuteur, c'est une interlocutrice. Donc je partage le fait que, effectivement, si on peut dire que la garde d'enfants est externalisée, la personne qui gère cette externalisation dans le couple, souvent, c'est la femme. Donc ça, c'est une réalité. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce sur quoi tu voulais insister, Émilie, mais je te confirme qu'effectivement, c'était un problème de femmes avant le confinement. Pendant le confinement, je ne sais pas, parce qu'on était un peu moins à domicile, même si on a continué à travailler, et notamment on continue à travailler chez les soignants, et on a maintenu de l'activité, pas à 100% bien sûr, loin de là, mais on a quand même maintenu beaucoup d'activités quand c'était nécessaire. Mais c'était souvent, notre interlocuteur était souvent la maman et non pas le papa. Et on Ouais. a très peu de papas qui nous demandent et qui nous sollicitent pour faire garder leurs enfants. Et au niveau de tes salariés, est-ce que les salariés ont dans l'ensemble bien géré ce mélange des genres, ou est-ce que c'était compliqué pour eux, pour elles? Et surtout, est-ce que tu as senti est-ce que ça a changé un peu votre rapport dans le management? Est-ce qu'il y a eu une évolution un peu dans leur rapport au travail? Parce que Alors, parfois, on expérimente que finalement, ça se passe bien. mhm. Je sais Alors, pas. du côté de nos intervenants à domicile, qui réalisent les prestations, on avait moins d'activités sur cette période-là, puisqu'on a beaucoup de suspensions. Donc, des clients qui ont arrêté parce que tout simplement, le confinement, ils ne voulaient pas de personnes extérieures, ou ils voulaient des horaires un peu différents parce qu'ils étaient en télétravail. Par contre, une grande majorité de nos intervenants à domicile, quand on les a sollicités pour savoir s'ils pouvaient travailler ou si elles pouvaient travailler, ça a été un oui vraiment massif. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils géraient leur vie personnelle, mais en tout cas, ils étaient quasiment tous disponibles pour travailler. Enfin, la part de personnes vraiment qui n'étaient pas disponibles était très très faible, était plus faible en tout cas par rapport aux clients qui souhaitaient annuler les prestations. Donc, on est sur une période où on n'a eu aucun problème, nous, pour réaliser les prestations, pour aider toutes les personnes qui avaient besoin, y compris des personnes qui avaient des besoins très différents du fait de leur métier de première ligne, comme on a dit pendant la période. Et du côté de nos salariés agences, il y a d'abord eu un frein de certains de nos salariés, justement, sur le fait de pouvoir continuer à travailler sur la période. Certains de nos salariés qui nous ont demandé est-ce qu'on peut être en chômage partiel sur la période, parce que moi-même, j'ai une problématique de garde d'enfants. Effectivement, les salariés qui nous ont dit ça, c'était des femmes. À part une ou deux exceptions, quasiment tout le monde a travaillé sur la période chez nous. Ça a pu être à temps partiel. Donc, en fait, on a aménagé les temps de travail. Et en fait, on a aussi rassuré nos salariés qui avaient leurs enfants à la maison. Parce que certains me disaient, en fait, mes enfants, ils seront là, donc je ne suis pas rassuré du fait d'avoir un client et qui entende mes enfants derrière moi. Et je dis, en fait, non, il n'y a rien de plus naturel finalement, parce qu'on est une entreprise de garde d'enfants, donc c'est normal qu'on ait des enfants chez nous, finalement. Et tous nos clients auront exactement les mêmes problématiques. Et je pense que ce qui a changé, c'est qu'on a peut-être beaucoup plus pris en compte les contraintes personnelles. Mais on avait, nous aussi, des contraintes en tant qu'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait une activité qui changeait, qui était chamboulée, des horaires qui pouvaient être différents. Et donc, on a changé totalement les horaires de travail. Et finalement, on est déjà une entreprise où on a un mode de management qui est plutôt très, très souple. Voilà. Là, on n'est pas une pyramide chez Assadia. Donc ça simplifiait peut-être ces échanges-là. Mais on a demandé en fait, à nos salariés quelles étaient leurs contraintes, comment ils pouvaient travailler. Et on s'est adapté à ces contraintes-là qui nous allaient bien, et on a fait part à nos clients, et ça a bien fonctionné cette période-là. Super. Et est-ce que tu crois que cette tolérance magique un peu qu'on a connue pendant le confinement, où justement les managers, mais aussi les clients, c'est vrai que c'est un point important, ça. Les clients d'un coup étaient tout à fait ouverts et bienveillants au fait d'être interrompus par l'enfant de tes salariés. Est-ce que tu crois que c'est un effet qui va durer dans le temps, que vous allez pouvoir du coup continuer à avoir cette souplesse aussi de prise en compte des contraintes personnelles au travail? Wow, bonne question. On va demander à Laetitia ce qu'elle en pense. Avec quelques jours de post-confinement, non, pas totalement, je ne pense pas. Là, je te l'ai dit, on a une logique, nous, d'avoir des agences de proximité. Oui. On a quand même une activité commerciale dans les agences. On a un point de vente, on a un commerce en quelque sorte. Donc ça, on ne peut pas le faire de chez soi. Ce qu'on peut faire de chez soi, c'est gérer des plannings, du back-office administratif, de la paye. Mais l'activité commerciale, on peut
peut difficilement la faire avec ses enfants à la maison. Et puis du télétravail avec les enfants à s'occuper, avec la maison à s'occuper, c'est pas du vrai télétravail, c'est du système D qui fonctionne bien dans un contexte exceptionnel. Mais sorti de ce contexte exceptionnel, je pense pas que c'est quelque chose qui peut durer, en tout cas à 100%. Par contre, je vous l'avais dit, on avait déjà mis en place un mode plus souple pendant les grèves à Paris. Et c'est vrai que pendant les grèves à Paris, c'est des salariés qui nous avaient dit que ça va être compliqué de se déplacer. Nous, notre siège était à Lyon, était un peu moins touché, donc on se rendait un peu moins compte. Mais je comprends que quand on habite à 20 km de son lieu de travail, y aller à pied, c'est compliqué quand le métro, le RER ne marche pas. Donc, on avait déjà mis en place cette organisation. Et là, on était sur du vrai télétravail, puisque les enfants étaient gérés autrement, et on était sur les horaires qui allaient bien. Donc ça, on sait le faire. Par contre, il ne faut pas le faire pour tout le monde en même temps, parce qu'on a besoin d'avoir une activité, nous, commerciale, d'avoir des agences qui sont ouvertes. On ne pourrait pas fermer toutes nos agences, donc ça ne marcherait plus. Donc, on va probablement pouvoir mettre une petite dose d'organisation différente, prendre en compte les contraintes, mais pas à 100%, pas comme on l'a fait pendant le confinement. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est vraiment une parenthèse. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Ou alors, il faudrait vraiment changer totalement notre organisation. On n'en est pas encore là, je pense pas. Et je pense qu'on n'est peut-être pas les pires, les pires secteurs d'activité dans notre métier. Mais je pense qu'on n'est pas encore là. Et puis moi, j'aimerais bien quand même que les gens télétravaillent un petit peu moins, parce qu'aujourd'hui, télétravail et garder les enfants, ça va de pair. C'est-à-dire que nos clients, on le voit bien, nos clients qui sont des clientes, nous disent, en fait, j'ai pas besoin de garde d'enfants en ce moment, ou moins, parce que je suis en télétravail. Autant pendant le confinement, on comprenait qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un à la maison. Autant en télétravail, je me demande comment on fait pour gérer son travail, plus les enfants, le bain des enfants, les devoirs des enfants, parce que ça va être une grosse problématique, hein. C'était plutôt les devoirs d'ailleurs sur les semaines qui viennent de passer. Donc, en mode vrai télétravail, c'est pas jouable. Voilà. Donc, on n'était pas sur du vrai télétravail, je pense, cette expérience-là qu'on a vécue ces derniers mois. Merci Didier, c'est très clair. Est-ce que Laetitia, toi, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Didier sur le fait que ça, c'est pas du télétravail et que justement, c'est un peu un piège de se dire, puisque je suis à la maison, je peux garder les enfants, j'ai pas besoin de prendre quelqu'un. C'est un piège dans lequel on tombe parce qu'on travaille beaucoup moins bien, on perd on perd du terrain dans l'avancement de sa carrière. C'est vraiment un mauvais calcul en fait. On a besoin d'être concentré. C'est Virginia Woolf qui parlait d'une chambre à soi. Voilà, cet espace, c'est à la fois un espace mental, physique, familial, etc., où on peut travailler. Là, elle a parlé de création artistique, mais c'est vrai pour tout travail. On a besoin de cet espace à part. Donc, si vous télétravaillez, faites garder vos enfants au moins quelques heures pour pouvoir avoir ce moment de concentration. Sinon, votre carrière en pâtira. Et c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Sinon, c'était intéressant aussi ce qu'il disait sur l'importance du bureau, de se voir et de coordonner tout ça, et du fait qu'il en faut quand même qu'en fait, la plupart du temps, la situation, ce sera une situation hybride, où on a un peu de télétravail, un peu de bureau, mais on aura plus de télétravail qu'avant. Ça, c'est très probable parce que les demandes sont plus fortes, parce que beaucoup d'entreprises ont fait le choix aussi d'avoir un peu moins de bureaux ou de s'en débarrasser un peu, pour baisser ces coûts fixes importants que sont les loyers des bureaux. Et ça, on l'observe à l'échelle macro. Il y a une baisse importante. Le marché de l'immobilier de bureaux se porte pas très bien parce que beaucoup d'entreprises ont décidé quand même de baisser un petit peu, de réduire la voilure, comme on dit. Donc, on va travailler de plus en plus de manière hybride et il faut repenser ce qu'on fait au bureau. Qu'est-ce qu'on fait au bureau? Qu'est-ce qu'on fait chez soi? Comment on coordonne tout ça? Est-ce que il y a cet espace hors du bureau qui est fait pour le deep work, donc la concentration, les moments où on doit finir un dossier, etc. Et puis le bureau, c'est le moment où on se connecte les uns avec les autres, on a les moments de rituel, les moments de management pur, les rencontres avec les clients, etc. Les moments peut-être parfois un peu créatifs liés à la rencontre avec les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien coordonné, où on doit réfléchir aux meilleurs rituels. Un autre gros chantier, c'est comment est-ce qu'on partage l'information quand tout le monde n'est pas là au même endroit. Et ça, c'est vraiment des gros chantiers de créer des outils, des plateformes pour partager l'information de la manière la plus intelligente possible. C'est des choses contre-intuitives, c'est que quand aussi les informations sont très importantes
eh bien peut-être qu'il faut faire cette réunion virtuellement et pas physiquement. C'est contre-intuitif, mais parce que si c'est très important, ça permet d'inclure tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas sur site, qui ne sont pas dans les locaux. Parce que le risque, c'est qu'il y aura deux classes de travailleurs, ceux qui sont là visibles, qui peuvent avoir toutes les promotions, etc. Puis ceux qui sont seconde catégorie, seconde zone, loin des yeux, et dont les carrières pourront décliner parce qu'on ne leur offre pas les promotions, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Donc, il y a vraiment cette dimension sociale et politique qui est essentielle, en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait beaucoup avant le confinement, et j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas, c'était d'essayer d'inclure quand même les gens qui n'étaient pas sur place en ayant notre araignée là en haut-parleur pendant une réunion physique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace d'être tous derrière notre écran et de gérer vraiment une réunion Zoom, une réunion à distance, tout le monde derrière son écran, tout le monde à distance, que le mélange en fait entre ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents ne fonctionnait pas parce qu'évidemment on est très efficace sur un écran alors que quand on est en réunion, surtout en France, on discute aussi d'autres choses, on fait des apartés, on fait des blagues, voilà. Et c'est sympa aussi, mais du coup c'est très excluant pour les gens à distance. Exactement. Et ça, beaucoup d'entreprises n'ont pas compris. Hein. Il faut leur expliquer qu'effectivement, si on fait la réunion à distance, il faut le faire tout le monde sur Zoom, tout le monde sur n'importe quel outil, hein, mais tout le monde dans les mêmes conditions. Sinon, on a vraiment deux catégories. La personne qui travaille, qui s'exprime avec un petit haut-parleur, avec un filet de voix mauvais, etc., on ne l'écoute pas pareil. Elle n'a pas de présence physique, elle ne compte pas. Si on veut que tout le monde compte, il faut que tout le monde soit à égalité. C'est juste le temps de cette réunion. Après, on peut se faire des apartés, des cafés, etc., comme on veut. Il y a d'autres formes de travailler, d'autres formes d'être ensemble. Mais la réunion, si on veut que tout le monde soit inclus, il faut que tout le monde soit à égalité. Merci. Je pense que c'est un bon moment pour prendre quelques questions des participants. Béatrice, si tu es toujours avec nous, reviens. Et on ne t'entend pas là, il faut que tu réactives. Bonjour, oui, je suis là. Très intéressant les questions aussi qui sont posées à Didier et à Laetitia. Alors Didier, nous revenons sur le management et sur le rôle du manager. Comment il a été impacté? Tu as un petit peu répondu, mais pourrais-tu nous dire est-ce qu'il a été durablement impacté par cette expérience Covid? Comment sont tes managers aujourd'hui? Et à un moment, il y a aussi l'impact sur tes collaborateurs psychologiques, que ce soit tes collaborateurs sièges et agences, depuis le confinement. Parce que pour Philippe, qui pose la question, lui, il a l'impression que le confinement et déconfinement, et c'est intéressant que Laetitia aussi s'exprime là-dessus, c'est toujours compliqué. Donc, peux-tu nous parler de ton expérience terrain auprès de tes managers? Alors, déjà, je partage tout à fait l'analyse de Laetitia et d'Émilie sur les réunions physiques peut-être peu productives alors qu'on les pensait importantes. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience aussi sur la période. C'est qu'on a fait forcément des réunions très importantes et forcément elles étaient à distance parce qu'on n'avait pas le choix. Et elles étaient plus efficaces, plus courtes, que les gens comprenaient vraiment bien. Là où on avait l'habitude avant, lorsqu'il y a quelque chose d'important, c'est de réunir les équipes. Pour les sensibiliser. Et on se rendait compte finalement sur des choses importantes où on essayait de former nos équipes, c'est que ce n'était pas toujours très bien compris. Alors que là, le message passait vraiment très très bien. Et même j'ai été surpris du fait que tous nos collaborateurs adhéraient au projet qu'on a pu proposer pendant cette période, avançaient tous dans le même sens. C'était presque, il y avait un élan de solidarité vers l'entreprise qui était encore plus fort que d'habitude. Donc ça, c'est quelque chose qui a été changé et qui, je pense, va durer dans le temps. Je pense que tous les collaborateurs ont pris conscience qu'ils travaillaient tous dans la même entreprise, même s'ils étaient sur les secteurs géographiques très différents. On avait tous les mêmes contraintes et les mêmes problématiques. Je pense que ça a créé du lien, justement, le fait d'être tous éclatés comme ça. Donc ça, c'est une chose qui a changé. Après, comment est-ce que nos collaborateurs ont vécu le confinement, déconfinement? Le confinement, ça a été brutal comme tout le monde. Je pense que ça a été subi, brutal. Il a fallu s'adapter très rapidement avec les contraintes de la vie personnelle en plus des contraintes professionnelles.
Le déconfinement, moi, je trouve que pour beaucoup, ça a été un soulagement. Enfin, le retour au travail, le retour physique au travail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Puis il y a eu le déconfinement, le fait de pouvoir sortir, de pouvoir reprendre une vie, d'avoir le droit de reprendre ses activités. Donc ça, chacun a pu le vivre différemment. Mais moi, la plupart des gens, et on a beaucoup de femmes parmi nos effectifs, qui sont revenues au travail, bah, nos collaborateurs étaient contents d'être finalement tranquilles, d'être dans un lieu où ils pouvaient travailler tranquillement, de revenir physiquement sans avoir les enfants avec eux. Donc pour la plupart, ça leur a fait du bien. Et par contre, il y a une chose en fait, qui est assez étonnante, c'est que bah, on a une vingtaine d'agences qui sont physiquement assez loin, donc moi je ne vois pas physiquement très souvent les gens dans les agences. Et en fait, lorsqu'on s'est revus sur le mois de mai, sur le mois de juin, j'avais l'impression de les avoir beaucoup plus vus. Et on était vraiment très au courant de ce qui se passait les uns les autres, d'avoir eu beaucoup plus de contacts sur cette période finalement où on ne s'était pas du tout rencontrés et pas du tout vus. Donc je pense qu'il y a eu on a été soulagés d'être détachés des tâches domestiques, on va dire ça comme ça, hein, des enfants, parce que même si on garde les enfants, on avait nos propres enfants chacun. Moi aussi, j'avais mes enfants à la maison. On était contents d'en être libérés une journée, 2 journées entières comme ça. Donc c'était plutôt un soulagement. Donc je pense que le déconfinement, pour répondre à cette question, il est plutôt bien vécu. Voilà, c'est plutôt un soulagement. C'est pas brutal. Là où le Ouais. confinement, Pour compléter, Didier, tu es dirigeant. Toi, en tant que dirigeant, est-ce que tu as changé ta façon de manager tes équipes? Alors, en fait, on parle de management, mais en tant que dirigeant, on avait aussi une autre problématique pendant cette période-là. C'était la grande incertitude. Et puis, c'était la grande incertitude même quant à l'avenir de l'entreprise. Hein, puisque quand on a d'un coup notre activité qui baisse de 70%, 80% sur le mois d'avril, donc c'est quand même très, très violent. Que tout s'arrête comme ça et qu'on ne sait pas quand ça va reprendre, on a quand même une énorme incertitude sur comment ça va se passer. Pour autant, il faut quand même faire des plans. Donc, on a dû faire des plans, des scénarios. Je pense que ce qui a changé, c'est que j'ai communiqué davantage sur le plan d'Assadia. Donc, sur quelles difficultés on a, mais en plus, j'étais d'autant plus à l'aise de communiquer sur cette difficulté-là qu'elles n'étaient pas. Enfin, j'en étais pas responsable. Voilà, on subit le confinement. Donc, voilà ce qui se passe, voilà quel impact ça va avoir sur l'entreprise, comment on fait pour passer ça. C'est-à-dire on a expliqué le fait que on allait mettre en place le chômage partiel, que tous les salariés, notamment fin mars, il y avait un peu d'incertitude, surtout nos intervenants qui n'avaient pas travaillé. Donc, on a dû rassurer sur le fait que vous serez tous payés. Et comment l'entreprise va pouvoir vous payer? Parce qu'il y a un dispositif de chômage partiel qui va permettre de pouvoir maintenir ça. Donc, on va y arriver. Comment on va payer tout le reste? On a des emprunts séquencés. On a donné. Je ne communiquais jamais avec mes collaborateurs sur le fait qu'on allait avoir des emprunts avec les banques, par exemple. Donc, là, je leur dis voilà, on a sollicité le PGE, on a telle somme d'argent qui arrive, donc on a de quoi tenir 2, 3, 4 mois. Donc, ça va passer, ne vous inquiétez pas. Et puis après, on verra. Donc, ça a été un peu plus de transparence sur, on va dire, sur la réalité de l'entreprise. Je pense que en fait, on a été beaucoup plus au courant de ce qui se passait dans la vie de nos salariés, de leurs contraintes personnelles. Et ça a été dans les deux sens. Le dirigeant s'est aussi beaucoup plus dévoilé sur ses contraintes en tant que dirigeant. Donc, on n'est même pas sur du management, on est plutôt presque sur du partage de nos vies et de nos expériences les uns avec les autres. Et peut-être de la confiance qui se construit et grandit. J'espère qu'on Ce l'avait qui se déjà. passe. Il y a eu une grande solidarité des deux côtés. Mais je pense que ça s'est vu dans plein de. Tu disais, on prend soin de toi, qu'on disait dans tous ces mails. Bon, ça s'est vu dans tous les sens. C'est-à-dire que tout le monde avait conscience qu'on avait des problèmes d'activité. Tout le monde avait conscience qu'il y avait des problèmes à la maison à gérer. Donc, il y avait une grande compréhension des problèmes des uns et des autres. On ne se disait pas, laisse tes problèmes chez toi. On les prend en compte, en fait, on les prenait en compte dans la gestion de la relation à l'autre. C'est ça qui a changé, je pense. Merci Didier. Alors Laetitia, toi, quelle justement observation? Est-ce qu'il y a un management avant Covid et un management après? Il y a le ménagement pendant. Oui. Tout ce que dit Didier est très juste. Hein, cette espèce de solidarité, cet élan de solidarité incroyable. Donc, dans les deux sens, hein, effectivement, on a tout d'un coup, c'est comme une suspension de la critique, hein, notre trait français qui consiste à dire du mal du patron, etc. Là, tout d'un coup, c'était en suspens
parce qu'on faisait face à une épreuve ensemble. Et donc, il y a eu une espèce de réaction psychologique extraordinaire de se dire finalement, il faut qu'on soit soudés. Et ça s'est beaucoup vu. C'était pas partout, mais ça s'est beaucoup vu. Et en fait, on en garde après, donc c'est-à-dire dans le déconfinement, on en garde une forme de nostalgie. Parce qu'on constate depuis le déconfinement que ça s'étiole un petit peu. Alors pourtant que la période d'incertitude se poursuit, que le virus est toujours là, qu'on n'est pas à l'abri d'une prochaine vague, que le virus se répand encore plus vite dans d'autres pays et que vraiment on est loin d'avoir tourné cette page-là, on n'a pas de vaccin. Mais pourtant, c'est comme si on avait décidé qu'on allait tourner cette page-là et donc certaines personnes en ressentent une forme déjà de nostalgie. Et il y a un autre phénomène qui n'est pas incompatible avec ce que disait Didier sur les gens qui sont contents d'aller au bureau, ça c'est évident, mais des gens qui sont encore en confinement, qui sont encore en télétravail et qui ont peur d'aller au bureau, peur et pas envie, mais vraiment pas envie. Finalement, ils mettent la peur en avant en disant, voilà, c'est une peur sanitaire, je n'ai pas envie d'attraper le virus, etc. Mais la réalité, elle est un peu différente. C'est comme, dans certains cas, c'est une forme d'agoraphobie, pas envie de sortir, parce qu'on s'est réfugié dans le cocon du foyer et que finalement, on s'est rendu compte que c'était très confortable. Dans d'autres, c'est qu'on a fait finalement l'expérience d'une forme de liberté, pas avoir besoin de faire les trajets, pas avoir un certain nombre de choses qui sont inévitables au bureau et dont on peut faire l'économie à la maison. Et donc, il y a ce phénomène-là. Ça ne concerne absolument pas tout le monde, mais c'est assez massif. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de salariés qui sont là maintenant dans cette phase de « j'ai pas envie de retourner au bureau ». Et là, c'est une question intéressante pour les managers, c'est comment on gère ça. Parce que tant qu'il y a en fait une réalité de crise sanitaire, vous avez l'air d'être quand même un gros méchant si vous dites « je m'en fiche, prends le RER et viens quoi qu'il arrive ». Mais en même temps, ce n'est pas que la crise sanitaire. Donc, il y a quelque chose de plus profond derrière qui est intéressant à analyser et qui va questionner, je pense aussi, effectivement, la place, l'espace du travail et la place du travail dans la vie des gens. Ça reprend un peu la question que posait Émilie tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on a cette espèce d'espace de liberté nouveau et beaucoup de gens n'ont pas du tout envie d'y renoncer. Laetitia, sur un autre champ de Katrina, il y a eu comme un élan de solidarité que nous avons un peu vécu, voilà. Et là, c'est la crainte, est-ce qu'il ne risque pas d'être que passager dans l'immédiat post-Covid et comment s'assurer de tirer de bonnes leçons à long terme? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui serait intéressant, sur quoi il serait intéressant de se questionner pour justement peut-être être dans cette solidarité durable? Oui, je pense qu'il y a des choses de long terme qui ont été observées et qui vont rester. Là, je suis optimiste. Il y a évidemment toutes les choses qui ont été mises en place pour permettre le télétravail dans les entreprises où on ne le faisait pas. Donc, on a levé des verrous qu'on ne va pas remettre. On ne va pas tout d'un coup remettre artificiellement des verrous qui n'existent plus. On a appris à utiliser certaines choses, on a appris à utiliser des outils collaboratifs. Beaucoup d'équipes ont tout d'un coup découvert l'outil Teams de Microsoft. Je parle de ça parce que c'est exactement la même chose que d'autres outils comme Slack, etc. Sauf que ça fait partie du pack Microsoft et beaucoup de gens ne l'utilisaient pas, mais ils utilisent Word, Excel, etc. Donc, tout d'un coup, on s'est converti massivement à ces choses-là qui changent un petit peu la nature de la communication entre les équipes parce qu'il y a quand même plus d'horizontalité sur un outil collaboratif de ce type-là. On a appris à communiquer quand même différemment. On a mis en place des nouveaux rituels. Évidemment, quand on utilise ces outils, on a appris à utiliser ce qu'on appelle des channels où on partage des informations, on partage des ressources. Il y a aussi tous ces partages de ressources qui se sont faits pour les enfants les uns des autres. Tiens, tel podcast génial, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester parce que les gens qui utilisent ces choses-là, qui ont l'habitude de communiquer comme ça, on le garde parce que c'est très agréable. C'est vraiment quelque chose qu'on peut parfaitement faire perdurer, même quand on est un petit peu au bureau. Il y a sur la question de l'organisation de l'information et notamment créer des wikis, créer des dossiers, etc. Là aussi, on a pris des habitudes qui vont rester. Et puis, sur la question du ménagement, là, la question reste très ouverte. Qu'est-ce qu'il en restera ? J'espère qu'il en restera quelque chose à plus long terme, mais c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident. Il y a des discours. Alors, chacun, en fait, est campé sur des positions entre ceux qui disent « Bon, maintenant, c'est fini, il va falloir travailler plus parce que là, il y en a marre ».
Et puis d'autres qui disent, mais au contraire, on a fait l'expérience de quelque chose, on a bien vu que les manières de travailler avant, on pouvait faire autrement, donc il est temps de passer à autre chose, de tourner la page, d'avoir un ménagement plus humain. Donc, il y a des débats. Je vois qu'il y a une question qui a été posée sur le chat à propos de la semaine de 4 jours. Comme j'ai pas mal écrit là-dessus, c'est assez intéressant. C'est que c'est la position de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a mis en place de manière assez massive la semaine de 4 jours pour les salariés, avec cette idée que justement l'expérience du confinement, l'expérience de la pandémie a permis de voir l'importance de cet équilibre des vies, des temps de vie, et qu'en fait on est beaucoup plus productif quand on a cet équilibre qui est mieux préservé. Donc il ne s'agit pas en fait de travailler moins, il s'agit de travailler mieux et d'être plus maître, maîtresse de son temps. Et donc la manière dont on mesure la productivité, la production, etc., qui se faisait en nombre d'heures présents au bureau, on ne peut pas la mesurer de la même manière. Donc, on est obligé de changer nos indicateurs, notre manière de voir la valeur, la création de valeur et la manière d'organiser le travail qui va avec. Alors, il y a intéressant une question de Franck qui est probablement sur un autre champ, mais pour Laetitia, l'irruption du pro dans la sphère privée, ou inversement, à un moment a été peut-être perçue comme violente par des collaborateurs ou dans le secteur public, notamment avec toutes ces réunions Zoom, Teams, voilà, où on avait l'aperçu de voilà, où habite le collaborateur. Est-ce que tu as dévoilé son environnement privé? Est-ce que tu as observé? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des craintes de la part du collaborateur ou de la hiérarchie aussi? Absolument, c'est un regard, c'est une caméra qui est portée sur votre intimité et la séparation de la vie professionnelle et de la vie privée, c'est une manière de se protéger. On met des silos pour se protéger, pour avoir justement des sas qui nous permettent, on a des multiples casquettes et même des multiples personnalités. Donc la personnalité de travailleur, la personnalité de maman, c'est pas le même ton de voix, la manière même, on n'est pas les mêmes personnes. Et là, tout d'un coup, ce mélange, c'est très perturbant. C'est comme que vous avez des sphères de vos connaissances qui se mélangent, qui ne se connaissent pas. Vous éprouvez une espèce de malaise. Et puis parce qu'aussi, il faut bien garder cela en tête, préserver sa vie privée, ses vulnérabilités, c'est une manière de se protéger contre une intrusion qui peut être utilisée contre vous, des informations qui peuvent être utilisées contre vous dans certains cas. Évidemment pas partout, mais si on connaît vos vulnérabilités, ça peut être un argument qu'on va utiliser contre vous pour se débarrasser de vous, pour que sais-je encore. De même que les données sur sa santé, on n'a pas envie de les partager, on n'a pas envie de dire à son patron qu'on est diabétique ou que sais-je, ou qu'on est épileptique ou j'en sais rien. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la vie privée. Sur les enfants, c'est pareil, c'est qu'on sait que quand un homme montre ses enfants, en général, c'est vraiment un plus pour lui. En tant que les pères, en fait, ont une accélération de leur carrière au moment où ils deviennent pères. Ça se traduit en promotion, plus 10% de salaire, etc. Les mères, les femmes, à partir du moment où elles deviennent mères, c'est là où tout ralentit. La carrière décélère, les promotions ça s'arrêtent, les augmentations de salaire s'arrêtent. Donc, pour une femme, montrer sa maternité, c'est beaucoup plus dangereux que pour un homme montrer sa paternité. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, il y avait cet expert de la BBC qui était intervenu sur la Corée du Sud, qui était comme ça filmé, il était très sérieux, il avait tout un bureau derrière lui, puis tout d'un coup, il y a des petits-enfants qui arrivent, qui débarquent en pleine télévision sur la BBC, etc. Et tout le monde a ri parce que c'était tellement touchant, c'était tellement attachant, c'était tellement mignon. Eh bien, ça, je pense que ça, c'est le genre de choses qui restent. Mais c'est encore une fois, c'est pas tout à fait vécu pareil quand on est un homme et une femme. Mais en tout cas, c'est pour ça que la protection, on a appris à se protéger et je comprends la réaction de peur vis-à-vis de ça. Oui, merci Laetitia. Juste un témoignage de Delphine qui travaille dans un grand groupe qui, suite à un sondage auprès des salariés et des hiérarchiques, le télétravail plus, oui, mais pas à 100% et sans mes enfants. Donc Didier, là aussi, voilà, télétravail, oui, mais sans les enfants. Donc c'est juste un témoignage. Didier, là, est-ce que tu pourrais, une question effectivement aussi sur qu'as-tu gagné, en efficacité et en productivité? Est-ce que tu l'as mesuré? Est-ce que c'est mesurable?
Non, c'est un peu compliqué de mesurer parce qu'on était dans un contexte où on n'était pas sur une activité normale. Donc, on n'a pas testé le télétravail en mode normal alors qu'avant, on travaillait. Ouais, voilà, donc, c'est absolument pas comparable. Oui. Après, je pense que pour nos équipes, on a distingué les deux. Pour nos équipes du siège, donc qui gèrent des DRH, de la comptabilité, qui sont finalement assez peu impactés par le fait qu'on travaille ou pas chez nos clients. Je pense qu'il y a eu un gain de productivité. Voilà, on ne prenait plus les transports, on s'organisait différemment. Et on a eu beaucoup de choses un peu particulières à gérer, parce que gérer le chômage partiel, par exemple, ça demandait beaucoup de travail pour gérer une activité. Et là, notre service RH a été très, très performant pour gérer ça. C'est vraiment beaucoup adapté très, très rapidement aux changements qu'il y avait d'un jour sur l'autre. Je pense qu'on a eu un gain de productivité sur ces personnes-là qui, justement, pouvaient se concentrer sur leur travail, ne perdaient pas du temps dans les transports, étaient probablement moins dérangés par le fait d'être dans un bureau ensemble. C'est bien parfois en échange, mais aussi c'est bien parfois on se parasite. Donc là, je pense qu'il y a eu un gain de productivité. Pour mon activité dans les agences, c'est plus compliqué parce qu'on a eu une baisse d'activité. Donc forcément, ayant une baisse d'activité subie, on avait moins de choses à gérer ou des choses d'un peu différentes à gérer. Donc, c'est incomparable. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un gain de productivité. Par contre, ça ne servait à rien de les faire travailler dans l'agence sur la période de confinement. Ça aurait servi strictement à rien puisqu'il n'y aurait eu aucun rôle commercial. Donc, c'est mieux qu'ils soient restés chez eux. Et je pense qu'en moins de temps chez eux et en gérant un peu leurs enfants sur du temps différent, on a été plus efficace que si on leur avait demandé de venir travailler en agence et où là où ça n'aurait pas été matériellement possible. Alors, une question aussi très pratico-pratique. Comment as-tu pris en charge les éventuelles disparités dans la maîtrise des outils technologiques? Et puis, je renverrai la question à Laetitia aussi, plus globalement, quelle observation a pu être faite? Et puis, on aura fini avec les questions. Didier, comment toi, concrètement, est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, tous nos collaborateurs avaient au moins un ordinateur portable, une ligne téléphonique, la possibilité de connecter leur téléphone fixe du bureau chez eux, parce que ça marchait notre outil logiciel le permettait. Donc, comme ça existait, comme ça marchait, on n'a pas eu de formation, d'explication. On n'utilise pas Zoom, on utilise un autre outil de visio et on l'utilisait déjà pour des formations, enfin, surtout pour des formations descendantes, un peu moins pour des réunions. Donc, en fait, tout le monde était déjà équipé. Donc, on n'a pas eu de soucis technologiques pour les salariés des agences, les intervenants. Les intervenants, c'est différent. Ils continuent à nous communiquer, moins passer en agence et à nous téléphoner si besoin. Mais non, ça n'a pas été un souci. Voilà, parce qu'on finalement, il n'y a pas eu on est déjà en quelque sorte, on travaille à distance. Donc, Exactement. on a changé le lieu, mais voilà. Laetitia, est-ce qu'il y a eu pendant cette période-là, justement, comment est-ce qu'on a pu mesurer, probablement parmi les collaborateurs ou les managers, des talents cachés, ou même des dirigeants, des talents, des compétences qui ont émergé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose est-ce que ça a fait émerger de nouveaux talents parmi, je dirais même les dirigeants, parce que Didier a témoigné aussi, les dirigeants, les managers et les collaborateurs? Oui, là aussi, le confinement a été comme un révélateur, parfois un révélateur négatif, c'est-à-dire des managers toxiques qui se sont révélés encore pires en période de confinement, mais ça, c'est des cas extrêmes. Et puis, des talents de créativité, parce que face à la contrainte, à la fois, vous avez cette contrainte du confinement, mais cette contrainte dans beaucoup de cas de baisse d'activité ou de hausse d'activité, parce que dans certains secteurs, tout d'un coup, on a eu une hausse d'activité spectaculaire à gérer. Donc, finalement, quelle que soit et ça peut vous couler aussi, une hausse d'activité trop forte si vous n'êtes pas capable de gérer. Donc, l'un comme l'autre, en fait, il n'y avait pas vraiment de stabilité qui permet de mesurer, quelque chose en temps normal, quoi. Donc là, c'est plutôt vraiment des gestions de crise. Et bien face à ça, effectivement, il y a eu des talents qui se sont révélés. Et puis, étant à la maison avec parfois des nouveaux outils, eh bien, on a en quelque sorte, beaucoup sont devenus plus polyvalents. C'est-à-dire qu'on avait plus de tâches dont on s'est occupé tout seul. Un exemple dans le monde du marketing, où vous avez des gens ou dans le monde des médias, des gens qui tout d'un coup devaient se mettre à faire un podcast alors qu'ils n'avaient jamais fait ça, des gens qui étaient dans l'événementiel et qui se sont mis à faire des choses bien, et où en fait c'est complètement autre chose, c'est pas seulement changer le support, c'est vraiment changer de métier pendant la période du confinement. Et donc on a eu comme ça, et puis comme
finalement, le numérique est un moyen de communication qui est un peu différent, où on rayonne différemment. Vous avez des personnalités qui sont, par exemple, plus introverties, qui brillent moins en réunion présentielle parce que c'est les gorilles qui prennent la place. Ceux qui sont plus à l'aise, voilà, qui aiment beaucoup parler, qui sont très extravertis, qui vont être chaleureux, voilà, et on n'entend que. Et puis, derrière un écran, et à l'écrit en particulier, vous avez des personnalités différentes qui sont leaders en fait aussi à leur manière et qui brillent et qui ont des opportunités nouvelles. Donc il y a un petit peu des renversements comme ça, un petit peu comme un carnaval, hein, un renversement parfois presque de pouvoir ou aussi sur la maîtrise de l'écrit, des outils, etc. Ce n'était pas forcément les plus haut placés qui étaient les plus à l'aise. Donc, on a eu du mentorat inversé, on a eu voilà, toutes sortes comme ça de renversements intéressants qui ont été vécus. Merci Laetitia. Émilie, je te retourne la parole pour conclure donc cette conférence avec nos intervenants. Vas-y. Merci Béatrice. En synthèse effectivement de la conférence, j'aimerais bien vous demander, Laetitia, Didier, de donner 2-3 conseils clés très concrètes pour les managers et dirigeants qui nous écoutent pour adapter leur management dès demain. Didier, est-ce que tu veux commencer? Alors, c'est difficile de donner des conseils parce qu'on n'est pas dans les mêmes organisations et j'entends dans les témoignages, nous, on reste quand même une petite entreprise. On est une petite entreprise avec une particularité, c'est qu'on est éclaté. En fait, on est une petite entreprise avec beaucoup de salariés et on est éclaté sur le territoire. Mais on reste une petite équipe, donc je pense qu'on ne manage pas de la même façon une entreprise comme Assadia, où je pense qu'il y a des salariés qui sont très attachés à l'entreprise, très attachés au projet d'entreprise. J'espère ne pas être vu comme le grand patron méchant dont tu parlais tout à l'heure. On a quand même une certaine proximité qu'on n'a pas dans un grand groupe sur une entreprise plus ancienne. Donc c'est difficile. Après, nous, dans notre mode de management, on a ce qu'on a mis en place, mais c'est bien avant le confinement, c'est d'éviter justement toute organisation hiérarchique. On se voulait, quand on a créé Assadia, on voulait une entreprise sans hiérarchie. Finalement, on retourne quand même au naturel, on met quand même un peu d'hiérarchie, un peu d'encadrement. Mais nos managers, par exemple, nos responsables de région, ce ne sont pas des responsables de région, ce sont des accompagnateurs. Ils sont là pour accompagner nos agences. Et je pense que ça marche bien, et ça a bien marché dans ce contexte-là, où on voulait, en fait, où on a mis en place du télétravail. Mettant en place du télétravail ou subissant du télétravail, on a dû avoir quand même des salariés qui étaient très autonomes. Et finalement, le fait qu'on ait ce minima de management intermédiaire, qu'on veuille supprimer même ce management intermédiaire, je pense que ça a été tout à fait bénéfique. Donc, je pourrais vous proposer, c'est finalement supprimer tout le management intermédiaire, enfin supprimer, ne licenciez pas les gens, c'est pas ça. En tout cas, ne mettez pas en place des strates pour mettre des strates. Et faites confiance, puisque on a parlé effectivement peut-être quelques cas de collaborateurs qui ne voulaient pas revenir, qui ne s'impliquaient pas. C'est vraiment à la marge. Moi, j'en ai un, effectivement, sur l'équipe, mais le problème, il existait avant. Et le problème, ce n'est pas un problème de santé, c'est pas... Et je pense que c'est quelqu'un qui ne sera plus là prochainement, mais qui n'aurait plus été là quoi qu'il arrive. Mais avec la plupart des collaborateurs, il y a eu une implication très très forte. Et plus que des talents qui se sont révélés sur la période, je pense que c'était énormément de bonne volonté de la part de nos collaborateurs, à partir du moment où on leur fait confiance. Et je pense que le conseil, un conseil, c'est faire confiance. Oui, c'est ça. Du coup, on retient en termes de management faire confiance, lâcher prise un peu aussi, justement, c'est lié. Et en termes d'organisation, avoir l'organisation la plus flat possible, la plus légère en termes de management intermédiaire possible. Chez nous, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut faire ça partout, mais dans notre type d'activité, ça marche bien. Et ça a été plutôt confirmé et mis en valeur comme un succès pour gérer cette crise, en fait, cette organisation. Merci Didier. Laetitia, est-ce que tu as aussi… Sur la confiance, je suis d'accord. Concrètement, c'est laisser plus d'autonomie, c'est avoir, je disais tout à l'heure, plus de travail asynchrone. Et l'une des manières de laisser plus de marge de manœuvre dans l'organisation du travail aux individus, c'est de réduire très, très fortement la part du temps consacré aux réunions.
Et beaucoup de réunions, en fait, et même pendant le confinement, beaucoup de réunions étaient, pas toutes, hein, mais étaient finalement un peu pour faire des points intermédiaires, voir où on en est, et parfois le reflet d'un manque de confiance. On veut voir si le salarié est vraiment bien en train de travailler, donc il n'y a rien de mieux qu'une visioconférence pour en être sûr. Donc il y a un peu de ça, et cette réflexion à entamer sur voilà, qu'est-ce qu'il y a d'utile, qu'est-ce qu'il y a d'inutile, comment est-ce qu'on peut réduire cette quantité de réunions. Ça, c'est une opportunité à saisir et pour aller vers plus d'autonomie et plus de confiance. Le deuxième élément, c'est sur comment est-ce que je crée un socle d'informations auquel tout le monde a accès. C'est un chantier de culture, c'est un chantier d'informatique, c'est un chantier simplement de contenu aussi parfois. Comment est-ce que je fais que les gens écrivent pour dire que voilà, de l'état du dossier, des infos sur les clients, des infos sur tout ça, il faudrait que ce soit accessible et qu'on ne soit pas dépendant comme ça tout le temps les uns des autres. Ça permet de laisser plus d'autonomie aux gens. Et puis, dernière chose, ce serait, ça, on en parle beaucoup en ce moment en France et c'est pas un hasard, c'est accéléré par le confinement, c'est en tant qu'entreprise soutenir les papas. Parce que d'ailleurs, c'est une erreur, on parle tout le temps des mères et quand on parle tout le temps des mères, finalement, rien ne change parce que ça reste quelque chose qui est un sujet de femme. Et c'est pas vrai, les pères en fait le voudraient bien, simplement que culturellement ça reste plus difficile pour un père. Ça reste plus difficile par exemple de partir à 17h30 pour aller chercher son enfant à la crèche. Ça reste plus difficile parce qu'on n'a pas de congé paternité. À la naissance de son enfant, on a une semaine, voilà, 11 jours. C'est peu, c'est très très peu. Donc là, il y a un vrai mouvement d'entreprises qui se mobilisent pour soutenir un congé paternité renforcé. Et ça, c'est une première pierre vers une avancée culturelle où le rôle des pères prend une place plus importante. Et les mères ont beaucoup à y gagner. Mais les pères aussi, plus d'équilibre. Merci beaucoup Laetitia. La touche finale nous va très bien en tant que club EMUO féminin. On est ravis de cette petite touche féministe pour conclure le débat. Avant de vous remercier et de nous quitter, je voulais simplement inviter les participants à prendre une petite minute pour justement noter sur un papier en fait quelles sont les actions concrètes qu'ils ont envie de prendre à l'issue de cette conférence à mettre en place dès demain dans leur management. Donc on va prendre une petite minute de silence. Moi j'écris aussi ce que je vais faire dès demain et je vous invite à le faire. Merci beaucoup. Et donc, il me reste à vous remercier. Laetitia, merci beaucoup d'être venue. Je rappelle ton livre où tu ne nous donnes pas juste 2-3 conseils comme ça, mais 100 conseils, 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir, donc aux éditions Vuibert. Et n'hésitez pas, on a vu que les besoins, Didier, pour tes services allaient revenir, hein, ne t'inquiète pas. Même dans les questions des participants, on a vu que la question de la garde d'enfants revenait en force. Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi le site d'Assadia pour prendre connaissance de la garde d'enfants intelligente. Philippe a posé une question sur la santé, comment ont vécu psychologiquement les collaborateurs. Ça me fait penser de bien vous recommander le webinaire numéro 2 qui est animé par le Club Santé justement et qui fera intervenir une psychiatre et un expert de la charge mentale et du burn-out. Donc vraiment des personnes très compétentes pour répondre aux questions de Philippe et aux questions qu'on se pose aussi beaucoup sur les impacts sur la santé, notamment psychologique, des collaborateurs de cette crise et de cette période d'incertitude.
Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de EM Lyon Business School. Donc, vous pourrez le regarder en replay. N'hésitez pas à faire suivre. Et pensez aussi à vous abonner aux réseaux sociaux, à la fois du réseau alumni de EM Lyon, l'école, et puis EM Lyon au féminin. On est sur LinkedIn, Facebook, et on sera ravis de vous accueillir à de futurs événements. Voilà, merci encore. Merci. Merci À beaucoup. bientôt, bonne soirée.